Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Le message de solidarité du président Guelleh, le président de la République, à son homologue turc. Aux nouvelles mondiales, au Moyen-Orient, les frappes israéliennes ont fait 19 morts en 24 heures. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a exprimé son soutien et solidarité à son homologue turc, M. Recep Tayyip Erdogan, suite à l'attentat perpétré hier mercredi dans ses pays frères et amis. Les commanditaires et exécutants de cet acte terroriste ont voulu, à travers le ciblage de structures phares du dispositif de dissuasion de votre pays, semer le doute sur l'état réel de la Turquie à protéger ses sites les plus symptomatiques, les plus stratégiques, avait observé le président Guelleh. Mais il s'agit là d'un objectif voué à l'échec, tant il est vrai que la Turquie est notoirement connue pour sa propension à faire valoir une sûreté pleine et entière sur toute l'étendue de son territoire, a souligné le chef de l'État. Soyez sûr, Monsieur le Président, que la République de Djibouti n'aura de cesse d'apporter toujours son appui à la nation sœur de Turquie dans sa quête légitime à mettre hors d'état de nuire tous les détracteurs contre-productifs à sa paix et à sa sécurité, a dans le même document noté son Excellence Ismaël Omar Guelleh, réitérant ses condoléances attristées et l'assurance parfaite de sa sympathie et compassion à l'ensemble du gouvernement et du peuple frère de Turquie. Autre actualité nationale, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'Agence nationale pour la promotion de la culture a organisé ce jeudi 24 octobre 2024 une cérémonie de réception et de transfert du premier lot d'archives de timbres de la Poste de Djibouti au département des Archives nationales. Ont participé à cet événement la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence le Dr Hibo Moumen Assowe, le directeur général de la Poste de Djibouti, M. Bahnan Ali Medel, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, M. Mohamed Hussein de Ali, la conseillère technique de la ministre, ainsi que les hauts cadres de l'ANPC et les archivistes du département des Archives. La Poste de Djibouti devient ainsi la seconde institution à honorer ses engagements en faveur de la préservation du patrimoine historique après le versement de 2 lots d'archives du journal officiel par la présidence grâce à une collaboration étroite avec le secrétaire général du gouvernement. Ce nouveau transfert est une contribution significative à la protection des archives des valeurs historiques et encourageant les autres institutions à suivre l'exemple et honorer le devoir de conservation de nos patrimoines nationaux. Cette cérémonie s'est achevée sur un moment solennel avec la signature officielle de bordereau d'un premier lot de versement par le directeur général de la Poste de Djibouti et le directeur général de l'ANPC, acte symbolique et formel qui scelle ainsi ce transfert historique. Cette signature réalisée en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture traduit la volonté conjointe des institutions de préserver et valoriser le patrimoine national djiboutien. On écoute le directeur général de l'ANPC qui a ouvert la cérémonie en rappelant les engagements de l'ANPC. Je souhaite la bienvenue aux Archives nationales de Djibouti pour cette cérémonie marquant le versement d'un lot exceptionnel d'archives définitives de timbres couvrant plus d'un siècle de 1920 à 2024. Je tiens à remercier chaleureusement Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour son engagement indéfectible en faveur de la préservation de notre patrimoine culturel. Son soutien continu nous inspire dans notre mission de sauvegarde de l'histoire nationale. Mes remerciements vont également à Monsieur le directeur général de la Poste de Djibouti, dont la collaboration a été déterminante pour ce transfert. Ces archives ne sont pas seulement des documents administratifs, mais des témoins précieux de notre passé postal et de l'évolution de notre nation. Cette journée marque une étape importante de notre mission commune de préservation de la mémoire collective. Grâce à nos efforts conjoints, ces archives seront non seulement préservées, mais aussi valorisées pour les générations futures. Le directeur général de la Poste de Djibouti a ensuite pris la parole, mettant en avant la valeur patrimoniale, culturelle et sociétale de ces timbres. C'est avec une grande fierté et une profonde émotion que la Poste de Djibouti aujourd'hui s'installe aux Archives nationales
en versant des pièces d'une valeur d'abord inestimable pour les postiers, mais aussi inestimable pour les Djiboutiens, qui sont d'une valeur importante pour le patrimoine national. Ce sont des timbres qui sont témoins d'une époque qui est peut-être revoulue, mais qui est toujours dans la mémoire de certains. Et c'est une preuve du lien indéfectible entre les Djiboutiens et leur passé, et peut-être leur avenir. À travers ces objets, nous rappelons notre mission, celle d'être au service des échanges humains, économiques et culturels. Ce patrimoine que nous préservons aujourd'hui est une reconnaissance de notre rôle dans le développement du pays et un hommage à ceux qui ont façonné cette institution avec vision et détermination. Mais ce regard vers le passé n'est pas un retour nostalgique. Il nous inspire à aller de l'avant, à nous réinventer tout en conservant ces valeurs fondamentales de fiabilité, d'innovation et de qualité de service qui ont fait notre force depuis plus d'un siècle. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes, et en premier Madame la Ministre qui a motivé les postiers il y a de cela quelques mois en leur demandant d'être à leur tour aussi contributeurs des Archives nationales. Et enfin, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a salué l'initiative exemplaire de la Poste de Djibouti. On écoute ses dires. Beaucoup de joie que donc je me tiens devant vous aujourd'hui pour présider cette cérémonie de réception des archives de la Poste de Djibouti. Un événement qui est quand même important, puisque là nous sommes lancés dans les différents versements, et donc on peut dire vous êtes le deuxième, donc c'est important pour moi d'être là, pour encore dire voilà, la caravane s'est mise en route, maintenant on va attendre les différents versements. Les archives que nous recevons aujourd'hui, couvrant plus d'un siècle d'histoire, sont des témoins inestimables de l'évolution de notre nation, de l'époque coloniale à notre République moderne. Elles reflètent les changements politiques, économiques, sociaux qui ont façonné notre pays et retracent le parcours de Djibouti à travers ces timbres postaux, véritable ambassadeur, je le disais tantôt, de notre histoire sur la scène internationale. La Poste de Djibouti, à travers ses archives, contribue aujourd'hui à l'enrichissement de notre mémoire collective. Cet acte de transmission, scellé par la signature officielle du bordereau de versement, témoigne de l'importance que nous accordons à la préservation de nos documents historiques. Ces archives philatéliques viennent s'ajouter à un fonds, comme je le disais, récemment renforcé par les premiers versements d'archives définitives de la présidence de la République. Donc je tiens à remercier encore M. Almis, le secrétaire général du gouvernement. Ils ont promis de faire 3 lots, donc on en a eu un en février 2024 et on a eu un autre en septembre 2024, donc nous attendons impatiemment le 3e. Et donc c'est des moments qui sont très marquants et qui montrent la nouvelle dynamique dans la gestion et les traitements des archives. Il faut qu'on puisse transmettre ce message. Les archives sont en traitement, en gestion. Mieux encore, ils vont être versés pour versement et pour études. Notre pays est engagé, en effet, dans une véritable réforme de ses politiques en matière de gestion des archives, comme en témoigne la signature du décret numéro 2024-248 du 30 septembre 2024. Ce décret établit un cadre juridique rigoureux pour garantir la préservation, l'accessibilité et la valorisation de notre patrimoine, qu'il soit public ou privé. Ce texte renforce non seulement le mécanisme de collecte et de conservation, mais il clarifie également les responsabilités de chaque acteur, des administrations aux détenteurs d'archives privées. À travers ces cadres, nous visons à protéger notre héritage documentaire pour les générations futures et assurer un accès transparent et organisé à ces documents essentiels à la compréhension de notre histoire. S'approprier nos archives, c'est aussi réécrire nos narratives, c'est l'affaire de tous et c'est très important de le dire. Donc ensemble, nous allons pouvoir répondre à ces gros défis qui est très important pour le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour qui les archives, ce n'est pas seulement un bâtiment, ce sont vraiment des documents, c'est pouvoir disposer de son histoire pour pouvoir avancer. Et donc ça, c'est très important. Météo à présent, les pluies saisonnières reprennent dans notre pays, notamment dans la capitale et dans certaines régions comme à Obok. Comme vous voyez dans ces images, depuis hier soir et ce matin, les précipitations légères ont arrosé la capitale et ses périphéries. Ces pluies, accompagnées de vent, parfois ont adouci la température dans la capitale avec quelques flaques d'eau visibles dans certaines artères, surtout dans le secteur du Héran.
Le ciel reste toujours couvert et le risque de nouvelles précipitations ne sont pas écartés. La région d'Obok a été frappée également par des précipitations sur le long du littoral ce matin. Selon la préfecture d'Obok, certains quartiers sont inondés avec 43 mm et la localité de Korangar a reçu 12 mm. Ce matin à 10h45, l'ouest de Sadaï était en crue au niveau de Alat Ela. La circulation routière entre Obok et Tadjoura était perturbée également, mais la régulation était assurée par la brigade de la gendarmerie d'Obok. Nous avons ici le chef de service de l'Agence nationale de la météorologie, M. Hamad Ewad Ali. M. Hamad, bonsoir. Nous vous remercions d'avoir accepté déjà notre invitation dans nos studios, dans le but d'éclairer au public djiboutien sur la situation météorologique. Donc, Monsieur Hamad Ewad, quel est le constat sur les pluies observées depuis hier soir et ce matin dans la capitale? Quelle saison de pluie expérimentons-nous actuellement et quelles sont vos prévisions pour demain ou les jours à venir de la semaine? Merci de nous avoir invités dans votre plateau. Comme nous le savons, nous sommes maintenant entrés dans les périodes de froid. Normalement, la saison de la pluie devrait commencer début d'octobre. Et comme avec les changements climatiques, on a eu 18 jours de retard. C'est depuis hier soir que ça a commencé et ça va continuer demain soir. Et surtout, de temps en temps, ce sera des pluies intermittentes. Ça va tomber et ça va. Et c'est souvent, surtout dans les zones côtières, au bord de la mer, comme Obok, Tadjoura et Djibouti-Ville aussi. Donc, y a-t-il une différence notable en ce qui concerne les précipitations entre la situation de l'année 2023 et celle de cette année? Est-ce que cela peut être attribué au changement climatique? Oui, comme nous savons, ces derniers temps, il y a eu un grand écart dans les climats de Djibouti. Normalement, la même année 2023, le mois d'octobre, on avait eu 46 mm de la pluie. Par contre, aujourd'hui, nous avons 6 mm, ce qui montre qu'il y a la pluie, mais l'intensité est différente par rapport à l'année d'antécédent. Et ce qui montre que le changement climatique a vraiment un impact sur le climat de Djibouti. Avec les retards, normalement, ça devrait commencer la saison des pluies au Hindi, on dit octobre, novembre, décembre. Mais il y a eu un peu de retard de 10 jours et maintenant ça va continuer jusqu'à décembre. D'accord, l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti a récemment participé à un forum de la Grande Corne de l'Afrique au Kenya. Combien de pays ont été représentés? Quelles étaient les thématiques abordées lors de ces discussions? Comme vous savez, Djibouti fait partie des pays IGAD de la Grande Corne de l'Afrique. Et chaque année, et 3 mois de chaque année, il y a la prévision saisonnière que les pays IGAD organisent au Kenya. Des fois dans les pays Kenya, Éthiopie, Soudan, en fait tous les pays qui font partie de l'IGAD. Et Djibouti aussi fait partie. Comme ça, il y a eu notre directeur de l'agence avec l'ingénieur de service qui a pu assister à cet forum. Et le résultat de cette forum, ils ont montré que l'Est sera au-dessus de la normale par rapport à l'année d'avant et l'Ouest sera au-dessus. C'est-à-dire que comme Djibouti, comme je vous avais dit, l'année 2023 c'était 46. Par contre, 2024, nous avons eu 6 mm, les mêmes mois d'octobre. Donc, c'est la prévision régionale qu'ils ont fait au 68e forum de l'IGAD qui s'est tenu à Kenya, ils ont montré qu'il y a un gros écart par rapport à l'année 2023. Et pour ce qui concerne les résultats de ce forum au Kenya, en ce qui concerne les perspectives et les prévisions pour la Grande Corne d'Afrique et pour Djibouti? Djibouti, comme fait partie de l'Est de l'Afrique, ils ont montré que ce sera au-dessus de la normale. Mais les pays à l'Ouest, Kenya, Tanzanie, vont profiter, ce sera un peu au-dessous de la normale.
montrent les résultats de ce forum à la fin des forums, 68e forum. Les résultats qu'ils ont publiés d'après les résultats. Les données. Les Merci encore, monsieur Hamad Ali, Hamad Iwad, pardon, d'avoir éclairci au public djiboutien sur les situations météorologiques nationales. Autre actualité nationale, ce jeudi, la République de Djibouti a célébré la journée des Nations Unies au Palais du Peuple lors d'un événement organisé par les différentes agences onusiennes présentes dans le pays. La cérémonie a rassemblé des personnalités de premier plan, dont l'ambassadeur Guelle Idriss Omar, directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que le coordinateur résident du système des Nations Unies à Djibouti, entouré des diplomates et des représentants de la société civile. À l'issue officielle, le public a été invité à participer à une journée porte ouverte où plusieurs stands ont été installés par les agences onusiennes pour permettre aux citoyens de mieux comprendre les actions de l'ONU à Djibouti. Le PAM a présenté ses efforts pour lutter contre l'insécurité alimentaire et répondre aux crises humanitaires dans la région. L'OMS a pour sa part mis en avant ses initiatives de vaccination et de renforcement des systèmes de santé publique. La FUNEAP a sensibilisé le public sur les questions de santé reproductive et les droits de femmes, tandis que le PNUD a partagé ses projets visant à promouvoir l'autonomisation des jeunes et le développement durable. L'UNESCO a mis l'accent sur ces programmes d'amélioration de l'accès à l'éducation et la préservation du patrimoine culturel, et l'Organisation internationale pour les migrations a présenté ses efforts de gestion d'immigration et d'assistance aux migrants et réfugiés. Antonio Guterres, à qui j'ai l'honneur de représenter à Djibouti, il a dit que les Nations Unies ont été créées par le monde, pour le monde, depuis 1945. Elles permettent au pays de faire cause commune pour trouver des solutions mondiales à des problèmes mondiaux. En effet, nous constatons que face aux défis globaux comme le changement climatique ou les conflits à travers le globe aujourd'hui, il est plus que jamais essentiel pour les pays du monde de travailler ensemble pour trouver des solutions globales à problèmes globaux. L'ambassadeur Guelle Idriss Omar a indiqué dans ses propos que cette journée a offert au public djiboutien une occasion unique de dialoguer directement avec les représentants des différentes agences onusiennes. Journée de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945 est célébrée chaque année partout dans le monde. C'est ainsi l'occasion de réaffirmer les buts et principes de cette charte pour un monde meilleur. Je saisis cette occasion pour exprimer combien le gouvernement de la République de Djibouti se réjouit de la tenue du sommet de l'avenir en septembre dernier, en marge de la 79e session de l'Assemblée générale. Ce sommet a abouti avec l'élaboration du pacte numérique mondial et de la déclaration sur les générations futures qui ouvre de nouvelles voies pour élever efficacement les défis actuels et futurs. Mesdames et messieurs, les grands chocs mondiaux tels que le Covid-19, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, les crises climatiques, énergétiques, alimentaires, économiques et financières mettent nos États et institutions communes à rude épreuve. Face à ces défis complexes et intriqués qui font peser des réelles menaces sur notre planète et l'humanité, il est impérieux de repenser l'action multilatérale dans une parfaite solidarité si nous voulons les relever efficacement. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le rapport du secrétaire général des Nations Unies intitulé « Notre programme commun », produit à la demande des États membres des Nations Unies. La 5e édition des 10 km d'Air Djibouti a un succès sous l'égide du secrétariat d'État chargé de sport. Cet après-midi, la Fédération d'athlétisme sous l'égide du secrétariat d'État chargé de sport a organisé la 5e édition des 10 km d'Air Djibouti. Plusieurs athlètes de différents pays de la région ont participé à cette course très attendue. L'événement a rassemblé
Des participants de tout horizon illustrant l'engagement de notre communauté envers le sport. Parmi les personnalités présentes, le directeur de Air Djibouti, M. Abdelrahman, et le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bogore, qui ont pris la parole pour souligner l'importance de cet événement. Le directeur de Air Djibouti a indiqué que ce type d'initiative encourage non seulement le sport, mais aussi l'esprit de camaraderie au sein de notre communauté. Quant au colonel Waïs Omar Bogore, il a ajouté que le sport est un vecteur de santé et de bien-être et nous devons tous soutenir des événements comme celui-ci. Les résultats de cette course ont été remarquables avec Kouabere Ege Hussein remportant la première place, Aden a pris la deuxième place suivi de Mokhtar en troisième position. Tous trois sont issus de la garde-côte, témoignant de l'excellence de cette institution dans le domaine sportif. Cette course a non seulement permis de rassembler les passionnés de course à pied, mais également mis en avant l'engagement de Djibouti en faveur du développement du sport à tous les niveaux. C'est dans le cadre des festivités de commémoration de la 10e anniversaire de l'ONG SOS Village d'enfants de Djibouti. L'ONG a organisé hier soir un fashion show attirant une foule de fans de la mode, des membres du gouvernement, les partenaires du SOS Village d'enfants de Djibouti ainsi que des acheteurs potentiels des vêtements Made in Djibouti. Le spectacle de la soirée a débuté dans une ambiance conviviale animée par des stars de la chanson de la scène djiboutienne comme le chanteur Issa Habib et Adairo, suivi des jeunes artistes où certains d'entre eux se sont démarqués sur le grand écran de l'RTD lors du concours de Djib Talent édition 2023. Toujours dans cet orchestre musical, plusieurs jeunes équipes de la danse moderne se sont succédées sur la scène pour exposer leur talent. La musique a laissé la place au défilé de mode, une ambiance électrisante et les modèles hommes et femmes ont défilé avec grâce et assurance dans des tenues toutes plus colorées que les unes que les autres. Les tissus luxueux les laissent une impression durable dans l'esprit des spectateurs. Le public a pu observer un grand défilé présentant la haute couture djiboutienne confectionnée par le salon de couture des styles. Le moment fort de cette soirée a été lors du tirage au sort du tombola organisé à cette occasion. À la fin de la cérémonie, plusieurs lots ont été remis aux gagnants de cette tombola. Monsieur Omar Dileita Mohamed, le directeur de SOS Village Enfants de Djibouti, a réagi devant nos micros pour remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. De me retrouver ce soir à la célébration du 10e anniversaire pour célébrer 10 ans d'activité, 10 ans d'existence sur le territoire national en protégeant la politique de la protection de l'enfant. Nous sommes très heureux de célébrer 10 ans parmi nos familles, nos enfants. Je voudrais remercier sincèrement le gouvernement, en particulier le ministère de la Femme et de la Famille, ainsi que nos partenaires, nos bailleurs de fonds et toute personne volontaire qui a pu aujourd'hui participer de loin ou de près
qui a su donner de leur patience, de leur temps, de leur cœur, mais aussi de leurs moyens financiers. Et je suis très heureux que ce cocktail de bienfaisance que nous avons célébré en présence de la ministre de la Femme et de la Famille, Son Excellence Mme Mouna Ousmane, et ainsi que tous les collaborateurs et partenaires des entreprises privées, des sponsors de nos partenaires, qui ce soir a eu un impact très important pour un événement qui nous a coûté 0 francs. Nous avons pu récolter une somme importante que nous allons directement reverser dans les besoins les plus importants des enfants qui sont en besoin. Et je suis très heureux et je voudrais dire merci à vous tous. C'est dans la journée du mercredi 23 octobre que le colonel Waïs Omar Boghoré, commandant de la garde-côte, a accueilli au camp de Doralé le général de brigade aérienne Sébastien Valette, commandant des forces armées françaises stationnées à Djibouti. Le général Sébastien a été accueilli avec les honneurs dus à son rang par les troupes d'honneur de la garde-côte et les officiers de l'institution, comme vous voyez dans ces images. Le colonel Waïs Omar Boghoré a saisi cette occasion pour présenter les missions et les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne ainsi que les infrastructures et les installations de cette institution. À la fin de la présentation, une riche discussion s'est établie entre les deux parties qui ont soulevé des points d'intérêt communs dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime de la mer Rouge et du détroit du Bab el-Mandeb, ainsi que les voies et moyens de renforcer la coopération et la collaboration entre les deux institutions dans le cadre des relations d'amitié de longue date entre la République de France et celle de la France. La visite s'est poursuivie par une visite du centre d'instruction navale de la garde-côte durant laquelle le COMFOR a eu l'opportunité de rencontrer les personnels de la garde-côte participant à différentes formations et rencontrer également les instructeurs et les formateurs et ainsi avoir des échanges avec eux. La visite s'est poursuivie au centre médical du camp de Doralé, durant laquelle le personnel soignant a pu exposer les capacités et les infrastructures de soins à la disposition des personnels et des familles de la garde-côte djiboutienne. La visite s'est clôturée par le traditionnel échange de cadeaux et une photo de famille immortalisant cette journée. La Direction nationale de la protection civile a clôturé hier matin au sein de la caserne des sapeurs-pompiers une cérémonie marquante la fin de la formation d'officiers de poste de commandement tactique. Les officiers de la protection civile, lors de cet événement, ont mis en avant les connaissances acquises pendant la période de formation. Cela a démontré les progrès et les compétences de ces unités tout en soulignant les engagements envers la protection et la sécurité de la communauté. La formation leur a permis d'acquérir de nouvelles compétences et des connaissances essentielles pour leur mission, en présence notamment du directeur général de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, le colonel Raphaël Garot, attaché de sécurité de l'intérieur et 2 officiers supérieurs français ainsi que les officiers de la protection civile ont pris part à cette cérémonie. Rappelons que la formation de 2 semaines a été dispensée par 2 officiers expérimentés de l'école
l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement et le dévouement des officiers qui ont suivi. Une formation intensive axée sur le développement des compétences essentielles pour la gestion et le commandement en situation opérationnelle. Au cours de cette formation, les officiers ont acquis des compétences stratégiques et tactiques ainsi que des connaissances en gestion des ressources et coordination d'équipe, une étape cruciale dans leur carrière qui leur permettra de répondre efficacement aux défis complexes du terrain. La cérémonie des officiers de la protection civile ont reçu des attestations. Enfin, la cérémonie se clôturée par un échange de cadeaux et une photo de famille. Plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie de l'accueil qui m'a été réservé à la DNPC et au milieu de tous les camarades sapeurs-pompiers. Je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous après vous avoir salué en début de cycle et de voir aujourd'hui l'achèvement de cette formation. Je crois que c'est toujours un moment important et marquant dans une carrière que de se voir remettre un diplôme, une attestation de stage qui consacre la montée en compétences individuelles, qui est le fruit des efforts que chacun d'entre vous consent dans ces formations. On écoute le directeur général de la protection civile qui a félicité les officiers de la protection civile. Un honneur pour moi de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 24, si je ne me trompe pas, à octobre 2024, à l'issue de cette fin de formation chef de colonne, initiée par la coopération française en collaboration avec la direction de la protection civile, dont je remercie toujours mon conseiller ici présent et mon autre conseiller Chapon pour l'école internationale à vocation régionale. Je voudrais, mis à part cela, introduire aujourd'hui une personne qui nous est très chère et qui nous vient, qu'on a eu l'occasion de l'inviter aujourd'hui, c'est le colonel Raphaël, qui est le nouveau ici à Djibouti, que je voudrais bien l'accueillir sur notre bateau pompier de la DNPC. Mon colonel, soyez le bienvenu à la DNPC. Merci beaucoup. C'est un honneur d'avoir ces hommes ici à Djibouti pour pouvoir vous dispenser cette formation chef de colonne. J'espère que vous avez pu entreprendre durant ces 2 semaines de formation pour les uns et pour les autres, l'intérêt qu'elle porte en ma personne et pour vous, cette formation chef de colonne. Je pense que c'est le summum en tant qu'officier, si je ne me trompe pas, dans notre métier de pouvoir faire. Il y a actuellement mon adjoint qui est en formation, commandant des opérations, directeur des opérations médicales en Tunisie, avec un médecin de la police, comme quoi la formation que nous réalisons n'est pas uniquement dans l'optique des médecins ou des sapeurs-pompiers officiers de chez nous, sapeurs-pompiers de la protection civile. Nous incluons aussi nos amis de la police nationale et nous sommes actuellement en train de former aussi une vingtaine de militaires qui nous a été copieusement recommandé par le général chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, pour lequel j'en profite de l'opportunité que j'ai ici de le remercier pour toute la confiance qu'il nous accorde pour pouvoir former des sapeurs-pompiers militaires qui seront disponibles dans toutes les casernes de l'armée djiboutienne. Voici à présent une réaction recueillie auprès d'un instructeur. L'objectif principal de la formation, c'était de former les collègues djiboutiens à la fonction de chef de colonne et officier de renseignement et de moyens dans un poste de commandement de niveau colonne. Donc effectivement, c'est dans le cadre de la gestion opérationnelle et du commandement, c'est-à-dire la façon de gérer une intervention d'une ampleur relativement importante. C'est-à-dire qu'une fois que les chefs de garde ont fait leur travail, effectivement, on passe au niveau supérieur et on passe au niveau chef de colonne. Donc c'est normalement un capitaine qui vient prendre l'intervention en cours et la gérer. Donc on leur a donné les outils pour faire une analyse de ce qui se passait, de gérer l'intervention et ensuite de répartir leurs adjoints sur les différents secteurs qui sont propres à l'incendie, le secours à personne, l'alimentation, voire les risques technologiques. L'ANSI, en collaboration avec le MENFOP et le MFF, ont clôturé la campagne de sensibilisation sur la protection des enfants contre les méfaits de l'Internet. Cette séance de sensibilisation et d'information a été organisée dans les établissements scolaires tels que le collège de Boulaos et le lycée de Rodankat. Une campagne de sensibilisation qui a pour objectif de faire connaître les risques du méfait de l'Internet aux parents et aux enfants. La sensibilisation des enfants aux bonnes pratiques et d'utilisation
du numérique et mettre à leur disposition les outils nécessaires pour avoir le bon réflexe et avoir un comportement responsable. La campagne est dédiée pour le jeune. Nous sommes là pour les outiller afin qu'ils puissent comprendre quel est le risque et les dangers de l'Internet, mais également nous sommes là pour leur donner les bonnes pratiques afin qu'ils utilisent Internet d'une manière responsable et sécuritaire. Cette campagne a débuté le dimanche. Nous sommes allés même voir le CDC. Donc, il y a une partie qui est même dédiée aux parents. Nous accueillons, nous invitons aux parents d'accompagner leurs enfants afin qu'ils utilisent Internet d'une manière sécuritaire et responsable. Après le voyage effectué des élus du conseil régional d'Ali Sabié et des 5 associations du groupe appelé Clutter le 10 au 11 octobre dernier dans la région d'Obok, ce fut le tour des Obokois d'effectuer à leur tour un voyage similaire à Ali Sabié. Si les Assadjo qui n'ont jamais voyagé avec un bateau ont pris celui-ci pour se rendre à Obok, à leur tour, les Obokois qui n'ont jamais voyagé avec un train sont venus dans la soirée de jeudi dernier à Ali Sabié à bord du nouveau train électrique. La délégation de la région d'Obok conduite par le président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Hamed Smaïl, à la grande gare d'Ali Sabié. Ils ont été accueillis par le préfet de la région Abdelmelik Mohamed Bonoïta et le président du conseil régional, M. Jamal Hassan Alale, les membres des 5 associations appartenant au groupe appelé Cluster et de nombreux Assadjouk dans la grande gare d'Ali Sabié. À Obok, les présidents des conseils régionaux concernés avaient une série de conventions pour un échange d'expériences de développement respectifs. Une visite de 3 jours qui s'inscrit dans le cadre de projets de jumelage entre les 2 collectivités territoriales, à savoir Obok et Ali Sabié. Direction Arta, où la ville a franchi une étape importante dans la promotion de la culture et du savoir avec l'inauguration de la médiathèque régionale, un projet novateur financé par l'ambassade de France à Djibouti dans le cadre du projet OSC 2024. Cet événement organisé au siège de l'association Entraide d'Arta a rassemblé les principaux acteurs du développement culturel de la région, dont le préfet d'Arta, M. Hassan Dabale, le président du conseil régional, M. Elmi Bourboudade, le préfet de l'association Entraide d'Arta, M. Ali Mohamed, ainsi que de nombreux chefs d'établissement, les sages-femmes et les représentants de la jeunesse. La médiathèque, la première du genre dans la région, représente un investissement culturel majeur avec un catalogue de 900 œuvres. Elle devient un lieu d'accès privilégié au savoir pour les habitants d'Arta. Ce projet comporte également 2 autres volets essentiels, le soutien à la lecture pour 100 élèves du 6e dans des collèges d'Arta, ainsi que l'organisation de 2 caravanes de la lecture à Omar Djaga et Karta. Ces initiatives visent à étendre l'accès de la lecture au-delà des murs de la médiathèque et à toucher les zones rurales. L'ambassade de France, par le biais de ce financement, renforce les liens de coopération culturelle avec la région d'Arta, inscrivant ce projet dans une perspective de développement durable. La mise en place d'un prix régional de la lecture et de l'écriture prévu dans le cadre du projet témoigne de l'ambition de faire de cette région une vitrine du savoir où l'excellence éducative est valorisée. Le préfet d'Arta, M. Hassan Dabale Ahmed, a rappelé l'importance de ce projet pour les jeunes générations. À l'ère où le numérique a vraiment dépassé, bien sûr, les livres, les élèves ont passé, c'est vrai, au numérique. Donc, les gens commencent à un moment à s'éloigner des livres. Donc, pour cela, l'ambassade de France et l'association d'entraide ont eu ensemble cette initiative de mettre en place ici une médiathèque. Donc, c'est une bonne initiative, louable, que, bien sûr, je ne vais pas tarder à remercier ou féliciter les initiateurs de ce projet, en premier M. Ali Mohamed, président, et son équipe qui nous ont accueillis ici.
Fait divers de ce journal, c'est dans la journée du 23 octobre 2024 à 19h, le centre opérationnel de la gendarmerie nationale alerte les gendarmes de l'escadron de la sécurité routière qu'un accident de la circulation routière mettant en cause un camion remorque transportant un conteneur de 40 pieds survenu au rond-point de Doralé. En effet, le camion en question venant du port DCT se dirigeait vers la zone d'entreposage numéro 8, roulait à vive allure, arrivé au sens giratoire du rond-point des Doralé, a mal négocié le virage. À la suite de cette manœuvre imprudente et par défaut du lock de sécurité de la remorque, le conteneur est tombé sur la chaussée en bloquant partiellement la voie. Immédiatement, les gendarmes de l'escadron de sécurité routière arrivent sur les lieux. Ils parviennent dans un premier temps à assurer la fluidité de la circulation. Après les constatations d'usage, l'équipe de la grue a réussi dans un temps record à déblayer la voie tout en mettant le conteneur des 40 pieds sur le camion. Suite à cet incident, la DPCR porte à l'encontre du transporteur pour mise en danger de la vie d'autrui et dégradation de la chaussée. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, le ministère libanais de la Santé a déploré ce jeudi 19 morts et 118 blessés. Le reportage avec Fardous. Au Liban, les frappes israéliennes ont fait 19 morts en 24 heures. Ces nouvelles pertes portent à 2593 morts et 12 119 blessés, le nombre total des victimes libanais depuis le début des hostilités entre le Hezbollah et l'État hébreu le 8 octobre 2023, soit au lendemain de l'opération Déluge d'Al-Aqsa. L'agence presse nationale du Liban a rapporté que l'attaque comprenait 4 frappes dans une banlieue au sud de la capitale, ayant détruit 6 bâtiments, provoqué des incendies qui se sont étendus sur une large zone. Autre actualité, toujours au Moyen-Orient, au moins 17 Palestiniens ont été tués jeudi dans une frappe israélienne sur une école transformée en un abri pour déplacer à Nusrat. À Gaza, l'occupation israélienne a visé l'école des martyrs à Nuseiria et le premier bilan étant de 17 morts, il y a des dizaines de blessés, dont certains dans un état critique. Le bilan a été confirmé par l'hôpital de la ville qui a précisé qu'il s'agissait d'une frappe israélienne. La guerre israélienne à Gaza, lancée depuis le 8 octobre 2023, a sérieusement compromis le développement économique, social et culturel de l'enclave palestinienne avec une multiplication par 2 de la pauvreté. L'évaluation suggère un plan global de relèvement et de construction. En plus des 280 millions de dollars d'aide humanitaire, 290 millions de dollars doivent être alloués chaque année à l'appui d'initiatives de relèvement. Des initiatives à même de remettre l'économie palestinienne sur la voie de la relance d'ici 2034 selon les experts du PNUD, mais ce scénario ne peut se réaliser que si les efforts de redressement ne font l'objet d'aucune restriction. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.